Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière session. Salut tout le monde du Content Summit. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il y a eu plein de sessions hyper intéressantes. On s'est régalé, je pense. Et donc j'ai le plaisir de conclure ce Content Summit avec vous. Et une fois n'est pas coutume, donc moi je suis Thibaut, je suis le CEO de PlayPlay, le fondateur de PlayPlay, l'un des fondateurs. Et donc, une fois n'est pas coutume, on va pas parler trop de vidéos aujourd'hui, ni d'intelligence artificielle. On a eu l'occasion d'en parler dans d'autres summits et un petit peu aujourd'hui aussi dans d'autres sessions. Aujourd'hui, je voudrais prendre un peu de recul et vous parler d'une économie qui nous concerne tous, à la fois en tant que citoyen, en tant que parfois parent, mais aussi bien sûr en tant que communicant. Euh, c'est l'attention economy. Et l'objectif, c'est tout simplement qu'on regarde ensemble qu'est-ce que cette économie, quels sont ses enjeux, et aussi comment, en tant que communicant, on peut s'adapter dans ce monde du trop plein d'informations. Alors, c'est parti. Euh, Tout d'abord, il faut qu'on redéfinisse ce que c'est l'attention economy. Je pense que c'est un concept dont on entend beaucoup parler, mais sans forcément exactement comprendre de quoi il s'agit. L'attention economy, ça désigne l'effort des entreprises pour capter une ressource qui est très précieuse. C'est l'attention des consommateurs, c'est notre attention à chacun de nous, qui est très limitée et de plus en plus limitée dans un monde saturé d'informations et de contenu. C'est une industrie qui aujourd'hui est gigantesque, qui pèse, vous allez voir, des centaines de milliards de dollars, euh, et, dans laquelle nous sommes finalement au centre. Concrètement, comment ça fonctionne, l'attention economy? C'est monétiser notre attention. Notre attention, c'est d'abord la capacité à capter notre attention, arriver à montrer des contenus à des utilisateurs, factorisé par le temps qu'ils vont passer à consommer nos contenus. Et tout ça, en fait, ça a de la valeur. Même si on va le voir, beaucoup de contenus sont gratuits. En fait, derrière, c'est un énorme business, ça génère beaucoup de revenus. Il y a beaucoup d'acteurs en fait qui s'articulent autour de la attention economy, mais évidemment encore une fois au cœur, il y a nous, les utilisateurs et donc les consommateurs. Et ce que nous on a dans un sens à offrir, et ce qu'on va chercher, ce que ces acteurs vont chercher, c'est à capter encore une fois notre attention et nos datas. Notre attention et nos datas, nos données, nos préférences de consommation, c'est ça qui va influencer nos décisions et ce qui va ensuite déclencher potentiellement des achats de produits ou de services. C'est ça qui va être au cœur de l'attention economy. Quels sont les grands acteurs de cette industrie? Il y en a plusieurs et on va voir qu'ils sont très fortement interconnectés. Les premiers, c'est les producteurs de contenu. Il y a toute l'industrie du cinéma, l'industrie de la série, les producteurs de musique, et puis tous les nouveaux producteurs de contenu qui arrivent à capter notre attention. On a ensuite toute l'industrie de la publicité. C'est une industrie qui est gigantesque. Il y a bien sûr les publicitaires, ceux qui cherchent à vendre leurs produits et leurs services, et les intermédiaires. Le géant dans ce monde, c'est Google. Qui est celui qui fait justement, qui met en relation les publicitaires et dans un sens nos pères dieux, notre attention. L'autre acteur majeur, et on va en parler de l'attention economy, ce sont les réseaux sociaux, puisque c'est aussi ici que vont être confrontés les contenus et les consommateurs, les contenus payants et gratuits et les consommateurs. Et puis enfin, l'attention economy, elle est en plein essor.
portée par les technologies, puisqu'évidemment l'explosion des écrans et surtout l'explosion de l'internet mobile, la 4G et la 5G rend possible la profusion des contenus. Alors on va pas rentrer dans le détail complet du modèle économique de l'attention economy, mais encore une fois c'est assez simple. C'est la monétisation de notre attention. Il y a une monétisation par abonnement. Je prends mon abonnement à Spotify ou à Netflix. Il y a la monétisation par la publicité. Les publicitaires payent pour nous présenter des contenus. Et factorisé, encore une fois, par le temps qu'on passe. Et tout ça, c'est un business qui est en croissance fortement et qui pèse plus de 1000 milliards d'euros aujourd'hui. Au cœur de cette économie, on l'a dit, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un énorme business. Ils ont la particularité d'être gratuits. On peut estimer que ça apporte une valeur énorme, puisqu'on passe, nous, beaucoup d'heures sur des plateformes avec énormément de contenus, des contenus qui peuvent être de très bonne qualité, tout ça absolument gratuitement. Et on voit que Meta, qui est le groupe qui possède Facebook et Instagram notamment, devient un business colossal qui fera environ 150 milliards de dollars cette année. Et Meta ne vend pas le moindre produit, ne vend pas le moindre service. Il se fait juste le réceptacle de contenus créés par d'autres et s'assure que les utilisateurs viennent les consommer. À titre de comparaison, un groupe comme Renault, qui est un des acteurs majeurs dans l'automobile, va faire un tiers de ce chiffre d'affaires annuel en vendant pourtant des produits très très complexes. YouTube, qui appartient à Google, est aussi un acteur majeur, et on connaît tous la croissance fulgurante de TikTok dans le monde des réseaux sociaux. L'attention economy, elle devient un sujet de plus en plus important parce que nous consommons de plus en plus de contenu. Ce chiffre, je pense qu'il est éloquent. Aujourd'hui, en moyenne, les gens consomment 9 heures par jour du contenu. Le matin, le midi, le soir, dans les transports en commun, parfois même au travail, on consomme de plus en plus de contenu. 9 heures par jour, c'est plus d'un quart de sa journée qui est passé à consommer du contenu, qu'il soit encore une fois payant, on peut penser au streaming, aux séries, aux films, ou gratuit. Et là, on arrive à un concept qui est très intéressant dans l'attention economy, et c'est le paradoxe de l'attention. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de l'attention? C'est que plus on est confronté à de l'information, moins on a de l'attention. Ça a été théorisé par un sociologue dès 1978, et c'est évidemment très vrai aujourd'hui. Plus les offres de contenu et les contenus qui me sont poussés sont nombreuses, moins je vais avoir, moins le cerveau humain va réussir à se concentrer et réussir à vraiment s'intéresser à un contenu. C'est très simple, plus j'ai d'options et plus mon attention baisse. Je pense qu'on en fait tous l'expérience au quotidien, se rendre compte qu'on a plus de mal à se concentrer, qu'on a plus de mal à passer du temps long sur les contenus parfois plus complexes comme notamment tout simplement le contenu écrit, les articles, et c'est tout simplement lié au fait que on est tellement sollicité, qu'on a tellement d'options, qu'on passe de plus en plus d'un contenu à un autre. Microsoft a fait une étude sur le sujet qui montre que l'attention, elle est aujourd'hui en moyenne par un humain à 8 secondes. Ça veut dire que au bout de 8 secondes, notre cerveau passe à autre chose. Et ça c'est assez implicite, on le ressent pas forcément, mais oui, nous tous avons de plus en plus de mal à nous concentrer. Un des éléments clés dans cette bataille de l'attention et cette bataille du contenu, ce sont les expériences de consommation de contenu
sur les réseaux sociaux, puisque ces réseaux sociaux sont pensés pour vous faire consommer du contenu, sont pensés pour vous faire passer du temps sur ces plateformes. Il y a évidemment une logique d'algorithme qui est très importante, et on le verra, mais il y a évidemment les logiques d'expérience utilisateur, ce fameux scroll qui rend très très facile la navigation. Alors il y a des statistiques un peu folles sur la quantité de scroll qu'on fait par jour, par semaine, et le nombre de mètres que ça représente à la fin en mètres physiques. Et, et en fait, il y a aussi on voit aussi ce paradoxe, c'est que les gens scrollent de plus en plus, de manière frénétique, d'un contenu à un autre, ils zappent le contenu, et là, pour le coup, on peut le voir sur TikTok, sur Instagram, c'est pas 8 secondes, mais c'est bien moins que les gens passent par contenu. Et tout l'enjeu des créateurs de contenu, dont vous faites partie, c'est justement d'arriver à arrêter le scroll et faire en sorte que les gens, parmi toutes les offres de contenu qu'ils ont, ils vont s'arrêter sur le vôtre. Et on l'a vu dans une session précédente avec Decathlon, c'était très intéressant. Mais il y a vraiment un enjeu ici à créer du contenu qui va me faire stop scroller, me faire m'arrêter pour consommer du contenu. En plus de tous ces contenus et de toutes ces expériences qui sont très simples et qui nous permettent de consommer du contenu, on a aussi des téléphones et des ordinateurs et des applications qui cherchent à nous envoyer de l'information, qui cherchent à nous ramener vers les plateformes quand on en est sur une autre. Et aujourd'hui, les notifications font pleinement partie de l'attention economy, cette capacité à vous dire ici il se passe quelque chose, et qui aussi peut, donc encore une fois, jouer sur notre déconcentration. Je pense qu'on en fait l'expérience dans le cadre professionnel avec les mails, maintenant les messageries type Microsoft Teams ou Slack, et puis WhatsApp qui est devenu la plateforme majeure pour les conversations qui sont à la fois personnelles, familiales et parfois professionnelles, nous bombarde régulièrement de notifications. Et puis, en plus de ça, on a les publicités. Alors là aussi, il y a des chiffres qui sont assez incroyables sur le nombre de messages qui nous sont poussés. Très souvent, on le sait, la publicité, on a l'impression de pas forcément la voir. On ne regarde pas 1200 publicités par jour. Il y a des publicités qu'on va consommer vraiment, par exemple, sur des pré-rolls ou des post-rolls vidéo, mais il y a aussi des publicités qui nous sont affichées quand on marche dans la rue, quand on est dans le métro, et dont on ne mesure pas toujours l'impact, mais dont on sait à la fin que les unes après les autres, elles vont amener des comportements d'achat. On a eu un moment clé dans l'accélération de cette consommation de contenu, cette frénésie du contenu. Ça a été le Covid, ça a été mentionné tout à l'heure aussi pendant la session sur TikTok et Decathlon, puisque on a tous été confinés, on a tous passé beaucoup plus de temps sur nos écrans, et il y a eu une accélération très forte de la consommation du contenu et donc des habitudes qui se sont créées et qui ne sont jamais revenues complètement en arrière. Dans cette bataille de l'attention et cette grande économie qui est l'attention economy, les marques, les médias et tous les créateurs de contenu vont être en concurrence. Leur bataille, c'est de vous atteindre. Leur objectif, c'est que vous consommiez leur contenu et pas celui d'un autre. Et ça nous amène aussi à, dans un sens, beaucoup de créativité et beaucoup d'innovation dans les storytelling, puisque un storytelling peut être remplacé par un autre, et qu'il est tellement facile de passer d'un contenu à un autre que il faut être très innovant. On le voit sur un téléphone, on peut consommer une série, on peut lancer la radio si vous êtes un boomer comme moi, vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez aller sur Twitter, vous pouvez même avoir avec les logiques de double écran désormais plusieurs contenus en même temps. Et donc, ça amène à beaucoup d'innovation dans les contenus. On peut penser notamment
à la virtualisation d'expériences live, donc des concerts qui se font dans des stades, mais qu'on peut aussi regarder dans des cinémas ou chez nous, ou toute l'innovation qu'on a vue sur les newsletters et sur les plateformes de blog. On a beaucoup parlé de la fin de l'écrit et finalement il y a toute une génération de créateurs qui se concentrent sur l'écrit et qui trouvent son public, mais il faut innover à la fois sur les modèles narratifs, sur les modèles aussi économiques. Au cœur de l'attention economy, il y a bien sûr les algorithmes. C'est important de les mentionner puisque toutes ces plateformes travaillent avec un seul objectif, c'est de vous retenir et de vous faire consommer du contenu pour pouvoir ensuite vous présenter du contenu payant, de la publicité. Et donc, les algorithmes deviennent de plus en plus sophistiqués. Et plus ils sont sophistiqués, plus ils vont vous proposer du contenu que vous aurez envie de consommer, et donc plus vous allez consommer du contenu. Tous les marketeurs de ce monde essayent de comprendre comment fonctionnent les algorithmes de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn ou de TikTok. Les recettes, elles peuvent parfois être simples, mais on voit aussi qu'elles sont très complexes. Mais globalement, évidemment, on le sait, il y a des grands enjeux sur l'engagement, il y a des grands enjeux maintenant sur le visionnage. On va vraiment regarder, enfin, ces plateformes vont capter des informations sur votre visionnage d'une vidéo, combien de temps vous la regardez, combien de temps est-ce que vous allez au bout, est-ce que vous êtes concentré en la regardant, et bien sûr toutes ces données, ce qu'on a appelé l'open graph, c'est toutes les datas autour de ces contenus, parce que si vous aimez un contenu de cuisine, vous aimerez sûrement d'autres contenus de cuisine, et donc toute cette cuisine, sans mauvais jeu de mots, elle va être dans les mains de ces plateformes pour vous pousser du contenu avec une certaine opacité et donc on verra qu'aujourd'hui certains pouvoirs publics essaient de réguler ça. Je voulais mentionner également une sous-catégorie de la attention economy, une nouvelle économie qui est celle des créateurs. La creators economy, c'est une industrie qui est récente et qui explose. Il y a aujourd'hui environ 200 millions de créateurs qui, pour la plupart, n'existaient pas en tant que créateurs il y a quelques années et qui, pour la plupart, sont des gens comme vous et moi, des anciens consommateurs qui sont devenus des créateurs et qui, aujourd'hui, représentent un business florissant. Ces créateurs de contenu, ces influenceurs, vous en reconnaissez peut-être un certain nombre, ils deviennent très puissants. Pourquoi ? Parce que, et c'est là toute la connexion et l'interconnexion entre la partie gratuite et la partie payante, quand quelqu'un arrive à générer des audiences et à générer de l'attention, alors il peut générer des revenus en amenant en général des publicitaires et du contenu payant. Le roi des créateurs aujourd'hui, c'est MrBeast, qui a plusieurs centaines de millions d'abonnés aux États-Unis mais à travers le monde. Et aujourd'hui, MrBeast, c'est 100 millions de revenus annuels qu'il va faire d'une part par la monétisation de ses contenus, mais aussi par des partenariats avec des marques qui savent que si elles passent par ce créateur de contenu, elles vont pouvoir atteindre des cibles très larges auxquelles parfois elles ne peuvent pas accéder. Donc la creators economy, c'est une catégorie qui est bouillonnante de créativité, d'idées, d'innovation sur le storytelling, mais c'est aussi un gros business parce que à la fin de la journée, ces gens captent de l'attention et peuvent la monétiser. On a aujourd'hui des créateurs qui, sur les réseaux sociaux, bien sûr, tout du moins, sont plus puissants que des marques. J'ai pris l'exemple d'une influenceuse beauté qui a 55 millions d'abonnés, ce qui est 5 fois plus que L'Oréal, qui est pourtant une marque déjà très puissante avec plus de 10 millions d'abonnés. Ça veut dire que si L'Oréal crée du contenu et veut capter votre attention, elle aura 5 fois moins d'impact dans un sens
qu'en le faisant avec une influenceuse. Et donc on voit bien ici que les créateurs de contenu peuvent être des relais très puissants pour les marques. Une des raisons pour lesquelles la création de contenu, elle explose, on a vu, il y avait les technologies, il y a les réseaux sociaux, il y a les algorithmes, mais il y a aussi la raison des barrières à la création de contenu qui ont été absolument cassées. Il n'a jamais été aussi simple de créer. Et ça, ce sont des avancées principalement technologiques, logicielles ou hardware. Capter du contenu, se filmer, c'est très simple. Monter du contenu, c'est devenu extrêmement simple. C'est la promesse et l'histoire de PlayPlay plutôt pour les entreprises, mais on voit bien aujourd'hui que tout le monde peut faire du montage vidéo simplement. Distribuer du contenu, c'est devenu très simple et même le monétiser. Aujourd'hui, les très grands créateurs de contenu et influenceurs travaillent avec des agences, avec des réseaux de monétisation, mais YouTube, aujourd'hui, propose déjà des solutions de monétisation pour des créateurs de contenu. Et donc, très rapidement, si on arrive à générer de l'audience, on arrive à générer des revenus. Donc, évidemment, c'est un appel d'air et c'est assez alléchant pour plein de personnes qui ont envie de créer du contenu, tout simplement. Et puis, bien sûr, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va s'inscrire complètement dans cette promesse de proposer la création de contenu la plus simple. On va presque au bout finalement de la promesse finale qui est de dire la simplicité c'est quoi? C'est l'automatisation. Et avec l'IA, bien sûr, il devient encore plus facile de créer du contenu. Il y a plein de technologies qui fleurissent, la génération d'images automatiques, par exemple avec DALL-E, la génération d'avatars humains, la génération de vidéos basée sur la base d'un prompt, c'est ce qu'on a fait chez PlayPlay. Une seule phrase nous permet de créer une vidéo. La traduction automatique, le lip sync, toutes ces technologies, elles vont permettre finalement d'accélérer très fortement la création et de la décupler. Là, j'ai mis une illustration qui est le fondateur de LinkedIn, qui s'appelle Reid Hoffman, qui s'est amusé à utiliser un outil qui leur a permis de créer un avatar humanoïde de lui-même et à créer un contenu où il interviewe et il discute avec son avatar virtuel. Et on a du mal à savoir lequel est lequel, tellement l'avatar est de bonne qualité. Et on voit bien qu'en fait, Reid Hoffman et d'autres pourrait demain accélérer très fortement sa création de contenu, créer des centaines d'heures, des milliers d'heures de contenu en restant assis sur sa chaise sans même se filmer. Ça fait beaucoup, c'est une énorme économie. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'acteurs. Et on voit aussi que tout n'est pas positif dans l'attention economy et que ça crée un certain nombre de mauvais comportements ou tout simplement a des impacts négatifs sur la société. Donc avant de vous parler de stratégie de contenu, je voulais aussi qu'on en parle et se le repréciser. On le sait, on a des impacts à la surconsommation de contenu. J'en cite trois. Le déficit d'attention, on l'a mentionné. On voit aujourd'hui qu'il est plus difficile de se concentrer. Et on voit que ça peut toucher en particulier les jeunes générations, les enfants, les adolescents, avec des problèmes vraiment de santé publique sur la capacité à se concentrer et à tout simplement travailler en mode actif. L'addiction à la dopamine, ce fameux plaisir qu'on a à consommer du contenu, à recevoir des notifications, et donc une certaine addiction qui se font sur les écrans. Et enfin, la surcharge cognitive, quand on passe trop de temps sur une plateforme, sur son téléphone, sur son ordinateur, qu'on a vu trop de choses, qu'on a reçu trop de messages, on peut exploser et on peut être en difficulté.
Ça, c'est des sujets vraiment de santé qui sont importants. Je pense on en prend tous conscience depuis quelques années maintenant. Peut-être que c'est un peu lent, mais on sent qu'il faudra probablement agir sur tous ces sujets-là. Et puis, il y a un enjeu majeur qui est l'impact que a l'attention economy et cet enjeu des plateformes à nous montrer du contenu sans contrôle sur la désinformation et la polarisation de l'opinion. Aujourd'hui, si un algorithme n'a que pour simple objectif de vous faire consommer du contenu et qu'il ne regarde pas la teneur de ce contenu, alors il va vous montrer plus ou moins n'importe quoi. Et il aura même tendance à vous montrer des contenus sur lesquels vous allez vous engager, quelle que soit finalement sa véracité, son propos. Et on sait que malheureusement, les contenus qui sont les plus engageants sont parfois ceux qui ont la plus charge forte émotionnelle. Ça peut être la haine, ça peut être le mensonge, et les contenus neutres, eux, n'arrivent pas forcément à se faire leur place. Donc, ici aussi, on voit bien que ces techniques de captage de l'attention peuvent devenir vicieuses et avoir un impact majeur. Il y a eu beaucoup d'exemples qui ont montré que les réseaux sociaux pouvaient influencer des opinions et parfois amener à des conflits et des enjeux très réels dans la vraie vie. Et en effet, je lis quelques messages, mais en effet, Benoît, il y a aussi un impact environnemental qu'on connaît. On sait que à la fois les réseaux sociaux, le streaming, les intelligences artificielles sont très gourmandes en bande passante et donc en électricité à la fin. Et donc, ça a un impact écologique non neutre. Je le disais, je pense que c'est des sujets qui arrivent dans la sphère publique et qui sont discutés de plus en plus. C'est vrai qu'on pouvait avoir l'impression parfois que on voyait des problèmes dans notre famille, dans notre entourage, et que finalement c'est un sujet qui est jamais porté euh, au niveau gouvernemental ou public. Ça évolue. Il y a un travail qui se fait sur la modération du contenu. On a vu là la récente arrestation du fondateur de Telegram. Le sujet au cœur de ça, c'était est-ce qu'on peut avoir des plateformes sur lesquelles tout peut être dit, tout peut être posté au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. C'est aussi le combat entre Elon Musk et certains pouvoirs publics. Est-ce qu'on peut vraiment tout dire? Est-ce qu'on peut tout raconter? Il y a un sujet sur la transparence des algorithmes. Est-ce qu'on devrait savoir pourquoi on me présente un contenu, ou est-ce que ce contenu peut m'afficher naturellement sans que je sache d'où il vient et pourquoi il m'est poussé? Et un enjeu sur la protection des mineurs, puisqu'évidemment on sait que les jeunes générations sont plus influençables et peuvent être donc moins en contrôle sur ces sujets-là. Je voulais citer quelques actions un peu qu'on a vues dernièrement. On sait que les téléphones sont interdits dans les collèges depuis 2018. En tout cas, regarder son téléphone pendant les cours. Il y a des expérimentations pour renforcer ça, pour interdire l'objet téléphone à l'école. Il y a une expérimentation en 2024 dans 200 collèges où le téléphone est interdit catégoriquement dans l'enceinte du collège. On a lu, et peut-être que vous avez vu l'impact de ces images les rois de l'attention economy. Finalement, le roi, c'est sûrement lui, Mark Zuckerberg, aller 3 fois devant le Congrès face à des sénateurs qui lui posaient beaucoup de questions pour comprendre et rentrer un peu au cœur de la machine, à la fois sur des sujets les sujets d'influence qu'il y a pu avoir de Facebook sur les précédentes élections américaines, ou justement sur la désinformation, sur les enjeux de modération. Et on voit que ce sujet est très épineux puisque ces plateformes sont très puissantes et elles aiment généralement garder le contrôle sur les contenus et sur la liberté d'expression. On a vu aussi
la passe d'armes entre Thierry Breton, qui est ancien commissaire européen, et Elon Musk sur le Digital Service Act. L'idée ici, c'est de dire que ces plateformes sont très puissantes, très influentes, et qu'elles doivent avoir une certaine responsabilité. Et le DSA, son objectif, c'est de dire une plateforme, Twitter en l'occurrence, est responsable du contenu qui est publié. Ça, c'est un pivot dans la responsabilité entre celui qui crée, celui qui le simplement le distribue. Voilà, je voulais juste vous parler de ces sujets parce que je pense qu'ils sont d'abord passionnants, ils nous concernent tous, ils ont une influence sur chacun de nous, et c'est des sujets qu'il est bon aussi de connaître quand on est communicant ou citoyen tout simplement. On va revenir à des sujets un peu plus concrets sur les stratégies de contenu. Et voilà, l'idée c'est de vous partager quelques pistes de storytelling, de contenu, qui peuvent néanmoins fonctionner dans un monde où il est de plus en plus difficile d'atteindre vos audiences. Et je dirais que, encore une fois, les enjeux, c'est la saturation, l'attention volatile, et aussi la perte de confiance sur la véracité d'une information. On l'a dit, les gens ont très peu d'attention. Donc évidemment, il y a une énorme tendance au format court. Et mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire de format court, qu'il faut bannir des formats qui vont capter justement l'attention pendant quelques secondes. C'est la tendance majeure sur TikTok, sur Snap, sur Instagram. Et c'est forcément difficile d'aller contre ça. Néanmoins, je pense qu'il y a il y a des opportunités pour le faire bien et de manière qualitative, de manière humoristique, de manière très humaine, que je trouve très intéressante. Peut-être que vous avez vu les vidéos récentes faites par cette personne qui travaille dans un Leclerc de Pont-l'Abbé et qui fait des vidéos humoristiques. Il a fait le buzz, mais je pense que c'était un buzz très positif, qui est très feel good et qui met en avant aussi la vie d'un centre commercial de manière aussi décalée et originale. Voilà, ça c'est des contenus qui sont en fait excellents. Dans les formats courts, il y a aussi un exemple que je voulais mentionner, la série Tefal, où on va aller chez des gens et partager avec eux leurs recettes, voir leur quotidien dans leur cuisine. Ça, c'est des contenus aussi qui sont relativement courts, mais qui fonctionnent bien, qui ont un propos, qui ont de la qualité et que je trouve intéressant de mentionner. J'ai parlé des créateurs de contenu, des influenceurs et de leurs influences très fortes sur leur communauté. Vous, en tant que communicant, en tant qu'entreprise, vous pouvez travailler avec eux. Je prends l'exemple de Hugo Décrypte qui travaille avec la Fnac sur des formats courts et chacun dans son industrie a des partenaires, a des influenceurs qui peuvent avec lesquels on peut travailler, ce qu'on appelle aussi les micro-influenceurs, ceux qui parfois ont des audiences qui sont très petites mais qui peuvent très bien résonner avec votre propos. On a la capacité à aller chercher, prendre les codes actuels des storytelling et de les utiliser. Le meme, c'est on va dire le contenu roi, un peu humoristique sur Reddit, sur Twitter, et ça peut être intéressant de jouer avec ces codes et de les amener dans les plateformes professionnelles, typiquement sur LinkedIn, et de jouer avec ce décalage entre une plateforme qui est pro B2B LinkedIn et des narrations qu'on a plutôt l'habitude de voir dans le B2C. Là, j'ai pris aussi un exemple de Swile qui s'amuse à utiliser des détournements, des images rigolotes pour couvrir des sujets plutôt corpaux. Puis après, on peut prendre le contre-pied, c'est-à-dire miser au contraire sur de la qualité. Je pense que c'est un peu tarte à la crème de le dire, mais on le sait quand même. Là, rien ne remplace de la haute qualité. Et on voit que ça marche. Ça veut dire que dans un monde où l'audience est très fragmentée, il y a une offre énorme, ceux qui créent les meilleurs contenus arrivent à trouver leurs audiences et arrivent à engager leurs audiences.
Je voulais vous citer quelques exemples. HubSpot, évidemment, un peu le roi dans ce sujet, puisqu'ils ont même inventé ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est créer du contenu de qualité supérieure, de telle sorte que les gens viennent le consommer et ensuite découvrent votre produit et votre service. Ça a amené beaucoup de petits frères dans l'inbound marketing, et je voulais mentionner Welcome to the Jungle, que vous connaissez, qui est un acteur qu'on a d'ailleurs eu la chance d'avoir au Ten Summit. C'est une plateforme de job posting qui a misé très tôt sur les contenus de haute qualité, qui est un média, et qui, sur cette catégorie-là, qui est le monde du travail, crée du super bon contenu. Les médias sont souvent précurseurs dans les contenus de qualité, et dans le sport, je voulais citer deux exemples. On a l'équipe Explore, que vous connaissez peut-être, qui a inventé donc c'est de l'équipe qui a inventé des formats très immersifs, très qualitatifs, qui ont même été adaptés à la télé. Et Eurosport, qui couvre l'actualité au quotidien, avec des dépêches, avec des brèves, mais qui aussi a lancé les grands récits, qui sont des contenus qui se consomment sur 20, 30, 40 minutes, qui vont vraiment dans le détail, qui sont très longs, et qui ont eu beaucoup de succès, qui ont même été publiés en tant que livres. Donc on peut faire du contenu de dépêche, de brève, et aussi parfois, au contraire, sortir un contenu massif de très très haute qualité. Je veux aussi dire que, évidemment, atteindre ces audiences, ça prend du temps. Et le plus difficile, c'est de devenir euh, le référent sur sa catégorie, comme HubSpot l'est sur le marketing, ou de suite l'est devenu sur le social media. Ou de suite, c'est une plateforme, c'est un logiciel qui a également beaucoup investi dans le contenu et qui l'a fait depuis euh, quasiment 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il crée des contenus récurrents, des guides notamment qui sont connus. Évidemment, aujourd'hui, quand on cherche un guide sur les réseaux sociaux, on pense à Outsuite. Mais ça leur a pris beaucoup de temps. Je voulais mentionner aussi les événements. Aujourd'hui, on est ensemble, on passe finalement du temps, il y a plein de sessions, ça fait quelques minutes que je vous parle. Les événements, ça reste un lieu où on peut engager son audience et renforcer les liens et délivrer des messages. Alors, j'ai pris l'exemple de Dreamforce, qui est l'immense événement physique de Salesforce, et qui a joué beaucoup dans la renforcement de leur marque. Mais il y en a d'autres. Ici, on voit une conférence sur la comptabilité avec des comptables qui se réunissent sur une journée. Et évidemment, là, on a l'occasion de passer du temps, de se faire passer des messages, de faire du bon contenu avec eux. Je voulais parler des datas. Les datas, elles ont une mauvaise image parce que parfois elles sont exploitées sans qu'on vraiment le comprenne. Mais ces datas, elles peuvent aussi être à l'origine de très très bons contenus. L'exemple, je pense, le plus connu, c'est celui de Spotify, qui va évidemment collecter beaucoup de data sur vos consommations de musique et faire ce fameux Spotify Wrap qui va vous donner à la fin de l'année les contenus que vous avez préférés, que vous avez consommé le plus, votre artiste, etc. Ça, c'est très malin parce que de ces data, on va en tirer une expérience qui est personnalisée, qui est agréable et qu'on a envie de partager. Ça a été repris par la SNCF et d'autres, la rétrospective qui parlait de vos datas sur le train a été partagée 40 000 fois en 2023. Donc, peut-être que dans votre entreprise, vous avez de la data sur vos utilisateurs et que vous pourriez imaginer en faire un contenu personnalisé, feel good, sympathique, qui renforcerait évidemment votre lien avec cette marque. Je voulais mentionner le contenu académie. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans l'académie. L'académie, c'est un contenu qui marche très bien. Pourquoi? Parce que d'une part, on va renforcer son autorité sur une catégorie. On va créer. Alors, l'académie demande beaucoup de ressources. Il faut créer beaucoup de contenu. Mais une fois qu'on capte une audience, cette audience, elle va passer beaucoup de temps avec vous. Elle va parfois consommer des vidéos qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes sur des séries.
Et puis, elle va apporter de la valeur, puisque l'objectif de l'académie, c'est de se former, c'est d'apprendre. Donc, c'est une expérience qui peut être très positive avec son audience. Et donc, c'est très intéressant pour les marques. Je voulais enfin parler non pas du contenu, mais de l'expérience, puisque évidemment, quand vous consommez du contenu, c'est dans un certain cadre, dans une certaine expérience. Et dans un monde où on a de plus en plus de sollicitations, je pense qu'il y a un enjeu à épurer les expériences et à faire des choses très simples sur lesquelles on a envie de souffler et on a envie de se laisser guider et de consommer un contenu. Là, je vous prends l'exemple de notre produit IA chez PlayPlay, donc qui permet de créer des vidéos sur la base d'un prompt ou sur la base d'un lien. Et vous voyez que quand on a pensé cette expérience, on s'est dit, on va la rendre la plus simple possible. On n'a pas des boutons de partout, on n'a pas des notifs de partout. On a juste un champ texte. J'ai créé un prompt, je crée ma vidéo. Et ça, je pense que ça contribue aussi à avoir une expérience qualitative et qui donc va permettre aux gens de se concentrer et de s'engager dans leur expérience. Voilà, et avant de terminer, et je vois qu'en plus je suis un peu long et un peu en retard, désolé, je voulais évidemment vous rappeler néanmoins que la vidéo reste le contenu le plus puissant pour capter l'attention des utilisateurs, c'est connu. La vidéo, elle permet de faire passer des messages, elle permet de faire passer des émotions. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul type de vidéo, il y a toutes les vidéos qui peuvent être possibles, que ce soit sur des contenus très courts, de format moyen ou des formats très longs. Il est évident aujourd'hui que dans un monde où vous devez aller capter l'attention de vos audiences, alors vous devez faire des contenus impactants et donc des contenus vidéo. J'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder. Il y a quelques questions, et notamment sur il y a une question sur peut-on être un bon communicant tout en étant sobre? Alors ça, en effet, c'est un sujet qui est passionnant, qu'on peut pas forcément couvrir maintenant, mais je pense qu'il y a une prise de conscience collective sur la consommation énergétique qu'on n'avait pas avant, et toute la chaîne de la valeur autour du contenu doit s'améliorer. Je vous donne un exemple chez PlayPlay. Nous, on a changé de serveur puisqu'on s'appuyait sur des serveurs qui étaient chez Google en Belgique, et maintenant on a trouvé des serveurs qui sont beaucoup plus green, nouvelle génération en Finlande, et on a réussi à changer de serveur et diviser par, je crois, quasiment 2 la consommation liée à la création de contenu vidéo. On sait que les plateformes le font beaucoup. Je pense pas qu'il faut se dire juste ma vidéo, je vais la faire plus courte, ou je vais éteindre les lumières. Je pense que il y a beaucoup d'enjeux technologiques, et on sait aussi que la consommation énergétique, elle est d'abord et avant tout dans les serveurs. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire, mais on sait que ça va d'abord venir des GAFA et de ces grands acteurs-là qui sont énormément consommateurs d'énergie. C'est quoi une audience très petite? Ouais, alors j'ai parlé des micro-influenceurs. Je pense qu'en fait, ça dépend complètement de votre industrie. Les industries B2C vont avoir des audiences énormes. Les industries B2B qui vendent parfois à quelques dizaines de clients n'ont pas besoin d'avoir des audiences importantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien choisir ses réseaux sociaux et que ça sert à rien d'ouvrir un compte TikTok si on vend des porte-avions nucléaires, évidemment. Mais donc au final, difficile d'y répondre, mais on a des influenceurs qui peuvent avoir quelques dizaines, quelques centaines de followers, mais qui peuvent être extrêmement engagés, qui peuvent avoir une relation très forte, qui leur font confiance, et c'est très intéressant d'imaginer des partenariats avec ces personnes. Thibaut, on adore. Et ça. Merci beaucoup pour cette session. Il y a des super commentaires qui sont en train de nous suivre, et pour avoir répondu à toutes ces questions aussi, parce qu'il y en avait quand même, pas mal. Oh, Léa nous a rejoint aussi.
Bah oui, parce qu'on vient Salut Léa. clôturer cette journée. Hello. Ça va être la fin. On est trop C'est tristes. passé si vite. C'est passé hyper vite. Ce matin, je vous cache pas qu'on était un peu, oh là là, il y a tellement de trucs à gérer. Et ben maintenant, on est trop triste parce que c'est fini. Donc, Oui. donc merci à tout le monde. Le chat. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ah oui, déjà. Et dis ça, Emoji, Léa, parce que ouais. je À vous ai nous, vu ouais, nous, ça va. partout là dans des oui, mais Ah vous deux. nous, Parce que- oui. Dans le chat, dites-oui s'il vous plaît pour pas que je me fasse virer. Dites-oui, c'est incroyable. Ouais, dites que c'était trop bien, s'il vous plaît. C'est le chef. S'il vous plaît. Non, franchement, c'était incroyable. Mais spécifiquement parce que quand même, tous les ans, notre chat et notre audience, c'est les meilleurs. C'est Oui. juste absolument les meilleurs. Il y a eu plein de contenus repartagés sur LinkedIn. Merci beaucoup. On a vu tous vos retours. C'était trop bien. On est trop fiers. Merci, franchement, le chat, on a trop rigolé, c'était trop bien, comme chaque année. Merci aussi pour les mentions sur LinkedIn, on en a vu plein passer pour tout le love, les insights, les récaps. Merci beaucoup, c'était trop chouette. On est trop content que ça vous ait plu. Ça valait du coup tout le travail de préparation, donc merci beaucoup d'être là chaque année, c'est trop cool. Je pense que c'était un Content Summit de qualité, franchement, et Ah. c'était le 3e. C'est le Et je pense que Beau, Oh oh là là, time flies. lequel t'as oublié, Et en fait, Thibaut je trouve qu'on le fait toujours. Enfin, c'est un petit moment pour vous féliciter, mais je trouve qu'on le fait toujours un peu à la sauce play-play, c'est-à-dire que vous bossez dur et franchement bravo pour cette organisation et pour tout les super sessions, les intervenants, la préparation que ça demande pour s'assurer qu'on fait du contenu de qualité et qu'on vous apporte vous qui nous regardez des super sessions. Et en même temps, voilà, on se prend jamais au sérieux, on rigole, on s'amuse, parce que encore une fois, on n'est pas en train de sauver des petits bébés phoques. C'est le monde du contenu et il est passionnant. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je voulais vous féliciter. J'ai pu voir quelques sessions, je me suis aussi bien amusé, mais je me suis bien aussi instruit. Donc c'était top. Merci, c'était trop cool. Dernier petit mot avant qu'on vous quitte tous, mais on a vu la question 500 fois aujourd'hui, donc on vous le rappelle, il y aura bien entendu des replays, il y a un tote bag avec plein de super infos qui arrivent pour vous. C'est quand, Léa? La semaine prochaine, il me semble, hein. La semaine prochaine. Pas demain, Ouais. pas demain, là on Pas va demain. rentrer se coucher. Pas demain, c'est pas Mais demain. pas demain. Voilà, et ben merci encore à tous et je pense que vous allez recevoir juste un petit email qui va vous demander ce que vous en avez pensé, mais aussi s'il y a des speakers spécifiques ou des sessions que vous aimeriez voir l'année prochaine, parce que c'est vraiment comme ça qu'on construit cette conférence aussi, c'est savoir ce que vous avez envie de voir, donc n'hésitez pas à répondre et à nous dire ce qu'il en est. Voilà, merci à tous. À l'année prochaine, merci. À l'année prochaine, Salut. salut.